Alors, comme j'ai compris que j'avais que quelques minutes, en fait, je vous propose d'aller à la fin. J'avais prévu de vous présenter une étude sur le devenir des femmes que nous avions suivies avec Médecins sans frontières en RDC. Je travaille avec Médecins sans frontières depuis une trentaine d'années. Et par ailleurs, je soigne les femmes migrantes ici dans le cadre de la consultation transculturelle de Solène, de la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, qui reçoit donc les familles migrantes, quelles que soient les raisons, et leurs enfants. Et à la maternité de Port-Royal, où nous travaillons également aussi sur le plan transculturel, et à Bobigny-Bondy, autour de, là aussi, où nous suivons des jeunes femmes ou des familles qui sont arrivées dans ces processus, donc après la guerre. Alors évidemment, c'est très ambitieux de résumer en quelques secondes, en quelques minutes, ce travail. L'étude, elle est publiée, je vous redonnerai les références, donc l'étude qui a été faite effectivement dans le cadre d'Épicentre, qui est le centre de recherche de Médecins sans frontières sur ces centres épidémiologiques, où donc on a retrouvé des femmes 5-10 ans après, et on a regardé comment elles allaient, on a cherché à savoir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. Et puis il y a les jeunes femmes ou les femmes qui arrivent ici et que l'on accompagne dans ce travail de reconstruction. Alors moi quand même, le premier point et que je voudrais dire pour résumer ce travail qui est maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est mon émerveillement d'abord. C'est-à-dire que ces femmes, elles ont pourtant subi un certain nombre de choses extrêmement violentes, déstructurantes, incroyables, où on n'imagine pas directement, indirectement, pour elles, pour leurs enfants, pour leurs familles, pour celles, pour parfois la génération d'avant. Par exemple, dans cette étude sur le viol des femmes en RDC, un des éléments les plus déstructurants pour les femmes, c'était d'avoir assisté au viol de leur mère. Ça, c'était quelque chose qui était fait systématiquement. Enfin, systématiquement, non, pas systématiquement, mais quand c'était fait, c'était quelque chose qui était systématiquement déstructurant. C'est-à-dire que ça, c'était extrêmement difficile d'élaborer, de transformer des traces de quelque chose de totalement innommable, que d'ailleurs, parfois, il fallait utiliser des périphrases ou des métaphores pour le dire, tellement cet élément-là était quelque chose qui était comme une sorte les souvenirs traumatiques sont déjà des corps étrangers, mais là, c'est quelque chose qui n'était même pas représentable et qui, parmi les éléments qu'il faut travailler, qu'il faut transformer, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont d'une violence extrême. D'autres éléments aussi apparaissaient extrêmement difficiles, qui est par exemple de reconnaître ceux qui utilisent cette arme du viol, de savoir qui l'a fait. Parfois quelqu'un de proche, quelqu'un du quartier ou quelqu'un avec lequel on a déjà eu un mot, un regard, une relation quelconque. Et ça aussi, il y a un certain nombre de facteurs aggravants qui font que c'est encore plus difficile de supporter ce type d'attaque. Alors les attaques et sur lesquelles on va pouvoir travailler sont, et je les avais résumées là en fin de présentation, c'était la question de la filiation, au-dessus, en dessous, et des affiliations, des appartenances. Et donc, lorsqu'on on va dire que la reconstruction psychique, elle utilise les mêmes processus en les inversant. C'est-à-dire que pour se reconstruire, il faut parfois refaire un chemin
qui est le même que que l'ennemi ou que celui qui vous a torturé, celui qui vous a violé, a utilisé pour vous attaquer, vous, et puis vous en tant que personne, vous en tant que mère, vous en tant que personne appartenant à un groupe. Donc, la reconstruction psychique, elle va utiliser à peu près les mêmes processus, mais en les inversant. Alors, je parle de la reconstruction psychique, c'est celle, bien sûr, que je vais vous proposer là, mais il y a aussi tous les éléments collectifs, c'est-à-dire que pour que la reconstruction psychique puisse se faire, il y a aussi un certain nombre d'éléments collectifs, on l'a dit, par exemple la question juridique, que ce soit reconnu comme un crime au niveau collectif, au niveau de la société. Là, c'est pour ceux qui vont rester dans ces endroits, et puis pour ceux qui arrivent dans nos contrées, que nous les accueillons. Et l'acte d'hospitalité dont on a parlé tout à l'heure, c'est un acte philosophique fort, c'est un acte politique, mais c'est aussi un acte qui va permettre la reconstruction. C'est pour ça que l'engagement de nos institutions, l'engagement de nous professionnels, l'engagement de nous citoyens d'ici est extrêmement important parce que c'est d'une certaine façon, c'est ce qui va permettre aussi faciliter la reconstruction de ces femmes qui ont des compétences, qui ont de la résilience, on l'a dit. Moi, j'ai utilisé un terme encore plus fort en disant qu'elles se réinventent, elles réinventent, parce que c'est vrai qu'on n'est pas pareil, hein, même si on se transforme, enfin, on sort de là, mais on réinvente d'une certaine façon. Et en plus, les migrations, les camps, tous ces événements de vie-là vont obliger ces femmes. On a vu tout à l'heure, par exemple, les femmes d'Afghanistan. Moi, j'ai longtemps travaillé en Afghanistan, et celles qui partaient au Pakistan, qui rentraient, qui revenaient, qui se réimplantaient dans un endroit différent, qui parfois, une partie de la famille partait en migration. Donc, c'est plus que de la résilience pour moi, c'est une réinvention de soi et du lien social. Donc, cette question de l'attaque de la femme, du féminin, j'ai oublié là, du maternel, effectivement, vous avez cité tout à l'heure l'importance de la question de la transmission du trauma. Alors, par exemple, pour prendre une toute petite vignette, lorsque nous avons travaillé au Libéria, avec ces femmes qui ont été amputées, je me souviens qu'un certain nombre de femmes qui m'ont expliqué que leur principale préoccupation, et c'est ça aussi qui a d'ailleurs permis parfois leur reconstruction ensuite, que leur principal, tu connais ça Elisabetta, que leur principal élément de reconstruction, c'était au moment du trauma, avoir pensé comment ne pas transmettre le trauma à leurs enfants. Hein, je raconte dans un livre que va sortir d'ailleurs Elisabetta l'histoire de cette femme qui m'avait terrorisée d'une certaine façon, mais qui était une femme qui, au moment où elle a été amputée, elle a supporté l'amputation sans frémir, sans rien dire, sans crier, sans pleurer, parce qu'elle se disait que c'était la seule manière pour que l'enfant qu'elle avait au dos ne soit pas traumatisé. Et ça paraît impensable, on se dit en temps normal, on n'est pas capable de faire une chose pareille. Mais elles étaient capables de le faire, et elles étaient capables de le faire parce qu'elles se mettaient dans une position qui était, au fond, comment je vais rester femme, comment je vais rester mère, comment je vais rester citoyenne, comment je vais rester, etc., malgré cette violence absolue, malgré la douleur, malgré aussi parfois la honte, hein, parce que dans les camps de réfugiés, dans les étapes de l'exil, on est confronté à des situations, même la confrontation humanitaire par exemple, où on se retrouve en situation d'accepter des choses pour accepter de l'aide, alors que ce n'est pas cette manière-là qu'on avait de concevoir comment on fait un accouchement ou des choses comme ça. Donc, l'attaque de cette notion de je définis
Et ensuite, d'ailleurs, dans la reconstruction psychothérapique, en général, on part de là. Ce que moi, je considère, moi qui suis touchée par une amputation, par un viol, ce que je considère comme étant la valeur absolue pour moi, à partir de laquelle je vais rester debout. Ces femmes qui n'ont pas crié lorsqu'on les a amputées, elles sont restées debout malgré la douleur, malgré la souffrance, et elles se sont reconstruites à partir de là. Donc l'attaque de ces différentes positions, l'attaque de la filiation sur plusieurs générations, ça c'est un des... Les gens, ceux qui utilisent le viol comme arme de guerre, ils attaquent non seulement la femme, mais plusieurs générations. Et donc là, c'est aussi comment je m'oppose à cela, comment je suis plus fort, comment je transforme la haine en quelque chose qui a un sens pour moi. Et j'avais pris par exemple l'exemple d'une situation que nous avons suivie ici. Donc c'est une jeune femme qui, après avoir été en RDC, sa mère a été violée devant elle, elle a été violée, et puis elle a été mise en prison. Et elle ne sait pas pourquoi, elle s'est retrouvée un jour, alors qu'elle était enceinte de 8 mois et demi, elle ne sait pas qui, mais on est venu la chercher à la prison, on l'a mis dans un avion et elle est arrivée, elle a accouché quelques heures après son arrivée à Roissy. Elle imagine que c'est celui qui l'a violée, qui a été pris de remords et qui l'a mis dans l'avion. Elle imagine, elle ne sait pas. Mais n'empêche qu'ici, elle a accouché d'une petite fille donc née d'un viol. Et cette petite fille, elle, pendant quelques heures ou quelques jours, elle s'est demandé quelle place cette petite fille pouvait avoir pour elle, quelle était la nature de cette petite fille et comment ne pas transmettre cette horreur de la guerre, puisque pour elle, guérir de la guerre, c'était ne pas transmettre l'horreur de la guerre. À cet enfant. Mais c'était quelque chose d'extrêmement difficile parce que les cris de cet enfant, la demande de l'enfant de manger, par exemple, de boire du lait, lui rappelait les cris du viol. Pour elle, au début, les cris de faim de l'enfant et les cris du viol, c'était les mêmes. Et donc, elle s'est demandé ce qu'elle allait faire. Elle s'est demandé si nous étions capables de penser cette complexité-là, où la vie et la mort, où la douleur et une nouvelle vie se croisent, s'entremêlent. Et elle a eu une sorte pendant quelques jours, un moment de doute. Elle a refusé de nommer l'enfant, considérant que cet enfant ne pouvait pas avoir de nom, parce qu'il était encore dans un statut entre les deux. Comme on lui disait qu'il fallait nommer l'enfant, la maternité lui disait mais il faut nommer cet enfant, l'État lui disait il faut nommer l'enfant. Elle a essayé de le nommer d'un nom de ceux qui étaient autour de nous. Elle voulait le nommer, par exemple, de mon nom. Alors, je lui ai dit que non, qu'il fallait qu'on essaye de trouver ensemble un nom qui corresponde à cette petite fille. Mais elle a cherché, disons, des protections, des modalités de ne pas transmettre le trauma aux enfants, à cet enfant. Et, in fine, elle a inventé un nom, et qui est ce nom-là, que je vous mets là, elle me l'a autorisé, qui est le nom Elavi, qu'elle a traduit ensuite en lingala, qui était la langue maternelle. Et donc, d'une certaine façon, vous voyez, elle a trouvé une modalité de transformer quelque chose de l'ordre de la violence, de la mort, de la douleur, en quelque chose qui était quelque chose d'une nouvelle vie possible. Mais ça n'a été possible que par l'élaboration de ces traces traumatiques, mais aussi par le fait de retrouver des liens avec les gens au pays, par Skype par exemple, où finalement le père de madame a pu dire que cet enfant faisait partie de la famille et venait du même monde des ancêtres que sa famille. Et il y a eu un travail qui est un travail à la fois, donc, on va dire, anthropologique et psychologique, qui a permis que cet enfant retrouve un statut auprès de madame. Et elle considère qu'elle l'a humanisé en lui donnant un nom et en lui donnant le lait, puisque
Et ça, c'était extrêmement émouvant aussi pour l'équipe de la maternité. Madame n'avait pas de lait, n'a pas eu de montée de lait habituelle. Et au moment où elle a reconnu l'enfant, où elle l'a nommé, eh ben, le lait est arrivé et elle a pu donner du lait à cette petite fille et qui s'appelle maintenant Elavie, puisque c'est comme ça que sa mère l'a nommée. Je crois que je vais m'arrêter là sur l'importance donc de ce travail de reconstruction juridique, politique, sociétale et psychothérapique avec, vous voyez, de l'intime, du transgénérationnel et notre position à nous qui est une position qui doit accueillir pour aider à guérir de la guerre et que ça ne se transmette pas. Merci beaucoup.